Aux célébrations de Noël ont succédé les chasses à courre et ouverture des soldes de cette période de congé annuel. Viendront ensuite les célébrations du Nouvel An, entre soirées costumées et feux d'artifice renommés de Londres. Au premier abord, c'est une fin d'année traditionnelle qui se déroule au Royaume-Uni. Une fin d'année qui a apporté pour les pro-Brexit son lot de cadeaux et de célébrations. C'est le moment que nous attendions, ce moment que nous avons dû attendre très longtemps. C'est la victoire du peuple. La démocratie règne et je suis absolument ravie et très émue. Il y a beaucoup de bonne volonté, beaucoup d'énergie maintenant pour construire ce nouveau partenariat cher à nos cœurs et c'est ce que nous allons faire. S'il semble qu'enfin le Brexit devrait être acté le 31 janvier 2020, c'est une autre date limite qui est maintenant dans tous les esprits. Dans un an, au 31 décembre 2020, l'Union européenne et le Royaume-Uni devront s'être mis d'accord sur le traité qui régira leurs futures relations commerciales. Un sacré challenge qui inquiète des deux côtés de la Manche. Nous partons du principe que l'accord de retrait sera ratifié d'ici la fin janvier. Le calendrier qui nous attend est extrêmement difficile. Il prendra fin en décembre 2020. Cela nous laisse très peu de temps. Si nous ne parvenons pas à conclure un accord d'ici à fin 2020, nous serons à nouveau au bord du gouffre. Et cela nuira clairement à nos intérêts, mais cela affectera plus le Royaume-Uni que nous, car l'Union européenne continuera de bénéficier de son marché unique, de son union douanière et des 70 accords internationaux que nous avons signés avec nos partenaires. Mais ce n'est quand même clairement pas dans notre intérêt. Nous organiserons ces négociations pour tirer le meilleur parti de cette courte période. Le 1er février, nous serons prêts à proposer un mandat pour les négociations. Honnêtement, tous les autres accords commerciaux conclus avec l'Union européenne, le Canada, l'Amérique, peu importe, cela a pris 14 à 15 ans pour obtenir un accord commercial de base. Et il veut en obtenir un dans les 11 mois. Et il a promulgué que s'il ne peut en obtenir un, nous devrons absolument partir quoi qu'il en soit, ce qui signifie un Brexit sans accord garanti et ce serait catastrophique et totalement ignorer les 40-43% des personnes qui veulent rester dans l'Union européenne et il va nous emmener vers un hard Brexit. C'est juste de la folie. Le Brexit a remis au goût du jour la question de l'indépendance de deux régions, l'Irlande du Nord et l'Écosse. Fin 2019, Nicola Sturgeon, Premier ministre d'Écosse, a appelé de ses vœux un nouveau référendum pour l'indépendance de sa nation. Je pense que tout le monde en Écosse sait qu'il va y avoir un référendum pour l'indépendance, parce qu'on ne peut pas faire obstacle au droit des Écossais de choisir leur avenir. Et je pense que la question qui se pose pour les conservateurs est de savoir s'ils acceptent volontairement et de manière raisonnable, comme ce fut le cas en 2014, où ils cherchent à nous bloquer de manière à faciliter franchement mon travail, pour convaincre les gens que le bon avenir pour l'Écosse est d'être indépendant. Et bien que pour le moment Boris Johnson ait refusé d'organiser ce référendum, en Écosse comme en Irlande du Nord, les partis opposés à son accord de Brexit sont majoritaires dans ces deux régions depuis les élections de décembre. C'est donc une année mouvementée qui attend les Britanniques en 2020, et si les célébrations de fin d'année suivent leur cours comme d'habitude, on ressent dans tout le pays une inquiétude grandissante quant à l'avenir qui se dessine. La population est divisée et méfiante envers sa classe dirigeante, et beaucoup se questionnent sur ce qu'il restera, dans un an, de l'unité du Royaume-Uni. Floriane Virgile, Londres, CGTN.